Bien le bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 4 où on lit plus ou moins ensemble le journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy. En tout cas, je m'attarde sur certains passages et je vous lis quelques extraits. C'est un livre qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de faire un petit vlog lecture et de voir si c'est vraiment aussi dramatique qu'on le dit. Alors on est ici sur un chapitre qui commence assez fort puisqu'il parle donc de son jugement, du tribunal, et il nous dit « À l'intérieur du tribunal, devant la chambre correctionnelle, nous fûmes accueillis par un véritable mur de caméras, de photographes, de journalistes. Combien était-il? Plus de 100 au minimum, peut-être 150. À la corrida, le moment de la mise à mort est toujours le plus attendu. Il en allait de même ici. Je sentais dans mon dos l'excitation mauvaise chez la plupart d'entre eux. C'était une foule de journalistes et de commentateurs. La foule n'est jamais humaine, elle est toujours grégaire. La salle d'audience était bondée. Pas un espace ne se trouvait inoccupé. Le public était bruyant et dissipé. Quand nous entrâmes, le silence se fit instantanément. » Donc voilà, en fait, dramatique oui et non pour cette partie-là en tout cas, parce que c'est clair que d'entrer dans une pièce, notamment un tribunal, où on vous attend de pied ferme avec plein de caméras qui sont, ça doit vraiment être affreux. Après voilà, c'est vraiment une mise à mort telle une corrida, peut-être pas, mais je pense que l'effet recherché est évidemment de forcer le trait et que ça marche. Donc Sarkozy parle du jugement qu'il a reçu, qu'il a un très fort sentiment d'injustice. Il va évidemment plus dans le détail, mais je fais un gros résumé ici. Et ce qui émerge aussi, c'est que donc après avoir entendu la condamnation, le fait qu'il irait en prison, il va prendre la parole devant la presse de manière non préparée, mais ce qu'il met en avant, c'est qu'en fait il y a sa famille autour de lui et que dans cette épreuve ils se sentent très unis. Il dit « Mes fils étaient là, solides, comme un pack de rugby. Nous faisions face ensemble. Nous refusions de baisser la tête ensemble. En revoyant les images, en écoutant certains commentaires, en recevant les témoignages de la rue au hasard des rencontres, j'ai été fière de cette famille que nous constituons. Cette fratrie recomposée, comme tant d'autres dans le pays, qui donnait une telle image de force et d'unité. Mes fils, ma fille, mon beau-fils se moquaient de ne pas avoir la même mère ou le même père. Ils n'étaient pas des demi-frères ou des demi-sœurs. Ils étaient des membres de la même famille, décidés à faire front à l'injustice. J'avais besoin d'eux, et ils étaient là. Au cœur de cette tempête, je recevais cette épreuve comme une grâce qui nous soudait, nous renforçait et nous faisait comprendre combien nous avions besoin les uns des autres. » Là, il parle aussi du fait qu'il y a la procureure adjointe qui doit lui poser des questions assez indiscrètes avant son incarcération. Et donc, je cite, « Elle prit la parole avec tact et mesure, ce qui tranchait avec son collègue. Je dois vous poser des questions très intrusives avant votre incarcération. J'étais sensible à son humanité. Je lui ai indiqué que je me prêtais à la procédure sans qu'il y ait aucune difficulté à poursuivre. Elle me demanda d'abord si en prison, il y avait un risque que je sois en manque. En un mot, il s'agissait de savoir si je me droguais. J'ai souri. Madame, vous devez savoir que je n'ai jamais fumé une cigarette, jamais bu une goutte d'alcool, ingéré une quelconque substance toxique, ni même pris un demi-comprimé de somnifère, y compris pour dormir en avion. Je n'avais donc pas besoin que l'on prévoie mon sevrage. Elle nota scrupuleusement mes réponses. Puis elle m'interrogea sur d'éventuelles tendances suicidaires. Elle faisait son travail comme elle le pouvait, suivant sans doute le protocole habituel en la matière. J'essayais de l'aider en lui indiquant que, jusqu'à mes 70 ans, la réponse était clairement négative, mais que j'ignorais, comme tout un chacun, comment je réagirais à l'enfermement. Que pouvais-je dire d'autre? Enfin, elle s'enquit de ma santé. Je lui répondis qu'à ma connaissance, j'étais en pleine forme et que je n'avais pas l'intention d'utiliser mon âge ou mon état physique pour tenter d'échapper à la prison, aussi injuste soit-elle. Cette partie de l'entretien se déroula dans une ambiance embarrassée mais humaine, presque bon enfant. Je percevais cependant que le procureur de la République financier était gêné. Il réalisait sans doute ce qu'il était en train de faire et l'inadéquation complète de cette mesure à ma situation. Donc voilà, là, il parle un petit peu du fait qu'il est traité par certains avec humanité, par d'autres non, que c'est très intrusif et qu'en fait, c'est vrai qu'il ne sait pas comment il va réagir à l'enfermement puisqu'il ne l'a jamais été, mais il laisse aussi sous-entendre qu'il pourrait avoir certaines fragilités, même si, en soi, jusqu'à ses 70 ans, il a très bien vécu mentalement apparemment et aussi dans son hygiène de vie. Donc Sarkozy a reçu l'annonce de sa condamnation et en fait 2 jours plus tard il avait promis à un garçon de 15 ans qui se faisait soigner pour un cancer qu'il l'accompagnerait pour voir un match du PSG. Et donc ce match il se déroule 2 jours après que Sarkozy ait reçu sa condamnation, qu'il y a évidemment un déferlement médiatique autour de ça et donc Sarkozy parle de ça, du fait que il veut absolument pas briser sa promesse et qu'il veut quand même accompagner ce jeune garçon et 2 membres de sa famille à ce fameux match, que du coup, il se préparait à entrer dans un stade de foot avec des milliers et des milliers et des milliers de spectateurs, évidemment. C'est donc forcément un moment plein d'appréhension. Et donc voici ce qu'il nous dit pour son entrée dans ce stade. À peine avais-je pénétré dans l'enceinte du stade que des spectateurs commencèrent à m'applaudir, à se lever en masse pour venir me saluer, à hurler des « Tiens bon Sarko, on est avec toi, bats-toi ». Je n'en croyais ni mes yeux ni mes oreilles. Pas un seul sifflet, pas une seule insulte.
juste de l'empathie, du soutien, de l'amitié, parfois même de l'amour. J'étais rassérénée. La surprise avait été plus qu'heureuse. Ce qui promettait d'être une épreuve se révélait être un réconfort. Donc voilà, au final, il est tombé plutôt sur une partie qu'il soutenait, et que voilà, c'était assez inattendu. J'avoue que j'ai été surprise aussi. Le lendemain de cette surprenante sortie au stade, il nous dit qu'il va faire son footing, et que là, pareil, il croise plein de gens qui lui donnent des messages de soutien, et que le soir, il se rend au restaurant avec sa femme Carla Bruni, et que les gens ont été assez respectueux, ils les ont laissés tranquilles dans leur bulle, mais qu'au moment de se lever, toute la salle en fait de restaurant s'est levée, l'a applaudi, que le personnel du restaurant s'est joint à lui, etc. Donc il s'étonne en fait de voir qu'il gagne vraiment en popularité parce qu'il va entrer en prison. Et il dit même qu'il a reçu plus de lettres à ce moment-là que quand il était président, donc c'est dire. Sarkozy mentionne aussi deux soirées particulières, enfin deux moments particuliers qui ont pris place avant qu'il entre en prison. Donc une qui avait été organisée par des amis, des connaissances, je vais pas trop m'attarder dessus, du monde politique, et une autre aussi où il se rendait dans un hôpital pour enfants malades et que ça lui tenait à cœur d'y aller quand même, qu'il a notamment aussi vu Brigitte Macron qui, par pudeur, n'a pas abordé le fait qu'il allait être incarcéré et que ça lui avait fait plaisir. Et là, il dit aussi qu'il a reçu en prison la visite de Darmanin dont il fait d'ailleurs un éloge. Et Sarkozy nous dit « Je lui ai toujours porté une sincère amitié. Je lui reconnais plus de talent que beaucoup dans sa génération. Il a notamment le sens de l'électorat populaire. Il le comprend et sait parfaitement s'adresser à lui. Il est intelligent, vif, réaliste et fidèle pour peu qu'il croie en la sincérité des sentiments qu'on lui porte. Il a un sens politique aiguisé et son analyse est toujours fine et parfois originale. Il est de surcroît courageux et habile. Je fus heureux de le rencontrer. Cela représenta une éclaircie en ce début de soirée, de cette fin d'octobre sinistre à la santé. Il prit de mes nouvelles et s'enquit de mes conditions d'incarcération. Il n'était pas obligé de le faire. Il nous dit ensuite qu'il y a un groupe d'avocats d'extrême gauche qui a porté plainte contre le ministre pour prise illégale d'intérêt parce qu'il était venu le voir en prison et s'assurer des conditions de sa sécurité. Sarkozy nous parle aussi d'un fait très étonnant, puisque donc il reçoit du courrier abondamment en prison. Il y a un premier tri qui est fait par son secrétariat et par Véronique Rocher, mais parmi ce courrier, il y en a une qui retient son attention, puisqu'elle vient d'un certain Patrick Gateau. Et alors là, il nous explique, et donc je vais le lire parce que ce sera plus clair comme ça. Nous étions en 2005. Nelly Crémel était une jeune femme de 42 ans, partie façon jogging ce jour-là. Elle était la mère d'une jeune fille d'une dizaine d'années. Elle fut tuée par ce Patrick Gateau et son complice. Le premier avait déjà tué, il était donc récidiviste. Il fut condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Il en était à sa 21e année. Pourquoi m'écrivait-il ? Je n'en savais rien. Peut-être parce que j'étais moi-même en prison. Mais pas pour les mêmes raisons. Je n'avais eu bien sûr aucun contact avec lui. Dans sa missive, tout en me reprochant d'être la cause de son incarcération, il m'expliquait qu'il avait beaucoup étudié, lu des centaines et des centaines de livres, que la détention l'avait modifié, qu'il était loin de celui qu'il avait été. Il terminait en me disant que j'avais été un bon président et qu'il me souhaitait bon courage. J'en suis restée pantois, je ne savais pas trop quoi penser. J'étais touchée par sa repentance. En même temps, je me souvenais des mots de la fille de Nelly Crémel alors que j'étais assis à côté d'elle dans l'église pour les funérailles de sa mère. Pourquoi avez-vous laissé tuer ma mère ? J'étais sortie bouleversée de cette cérémonie d'enterrement. Je ne pouvais oublier ce que cet homme et son complice avaient fait. J'étais vraiment partagée entre la colère et la commisération. Parce que toute personne, fût-elle la plus sombre, devait pouvoir se racheter. Je ne sais toujours pas si je vais lui répondre, mais fallait-il que le choc de mon incarcération fût profond pour créer des situations aussi improbables. Aujourd'hui encore, je me demande quelle doit être la bonne attitude face à cet homme, 20 années après le drame. Donc voilà, c'est vraiment inattendu. En effet, moi je connaissais pas du tout l'histoire de Nelly Crémel, de Patrick Gateau et de son complice qu'il ne nomme pas. Mais c'est vrai que c'est très étonnant d'apprendre qu'il a reçu un courrier comme ça. En fait, c'est très random finalement, et de voir que finalement ce criminel blâme Sarkozy, mais ensuite le remercie et lui dit qu'il a changé, que ça a été un bon président. Enfin voilà, évidemment, Sarkozy nous parle beaucoup des soutiens qu'il a reçus plus que des non-soutiens. Mais je pense que c'est ça aussi qui le fait tenir. Pas forcément Patrick Gateau précisément, mais il s'étonne en tout cas que son incarcération crée des situations si improbables que ça, parce que j'avoue que c'est très, très random. Donc après ce fait très étonnant, cette lettre très étonnante qu'il a reçue de ce dénommé Patrick Gateau, Sarkozy nous parle du fait qu'il est très reconnaissant de sa carrière politique et du fait que en quittant l'Élysée, il n'avait pas du tout pour but de prendre sa retraite et que donc il s'est diversifié dans le domaine privé, conférencier, entrepreneur, qu'il a pas mal voyagé aussi et que il a toujours été heureux finalement parce qu'il a toujours été actif
et que la France, ça reste son pays, qu'il n'a pas d'amertume envers la France, qu'il aime son pays, et que finalement, même les personnes qui le critiquent et qui ne le soutiennent pas, et qui font preuve de haine, vis-à-vis de ces personnes, il nous dit que la haine n'est pas si éloignée de l'amour finalement, et il cite même un petit passage de Aznavour. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'il termine ce chapitre, et c'est ici d'ailleurs qu'on va se laisser pour cet épisode. C'est le 4e si je ne me trompe pas, et donc il en reste encore 3 après ça. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt.